Salut, on va parler du narcotrafic. Toute la France est désormais touchée. On va mettre la vidéo, ça dure 20 minutes. Hop, j'attends un peu. 19h10, on en vient à la lutte contre la drogue, contre le trafic de drogue. La prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil est désormais occupée entièrement avec 9 nouveaux détenus qui ont été transférés la nuit dernière. Vous voyez le message posté par le garde des Sceaux ces dernières heures. Ils sont désormais 88 à être soumis, écrit le ministre, à un régime de détention très strict qui les empêche d'avoir une influence extérieure sur les trafics. Quelques autres venus, notamment des territoires ultramarins, arriveront en septembre. Le ministre, le garde des Sceaux, qui remercie l'administration pénitentiaire d'avoir tenu dans des délais très courts la transformation et la mise en place de cette prison unique en France. On en parle avec nos invités. Bonsoir, Jean-Marie Godard, journaliste spécialiste des questions de sécurité et auteur de Paroles de flics. Frédéric Saliba, bonsoir. Journaliste, auteur de Cartel Voyage au pays des narcos. Et puis on est aussi à distance avec Roger Vico, co-rapporteur de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, parce qu'on a eu des chiffres assez ahurissants cette semaine sur l'ampleur du trafic en France. Et on sera aussi avec Yvan Gombert, secrétaire national du syndicat SNP FO Direction. Jean-Marie Godard, je commence peut-être par vous. Cette prison, est-ce qu'elle va vraiment changer la donne? Est-ce qu'on isole vraiment le haut du spectre, les plus gros trafiquants, où il y a quand même un effet un peu peut-être de communication et d'affichage? Quel regard vous portez sur ces transferts? Je pense qu'il y a un effet de communication et d'affichage, même si, de fait, avec quelques centaines de personnes qui vont se retrouver dans un endroit où ils ne pourront plus communiquer avec l'extérieur et clairement continuer leurs affaires, continuer à diriger leurs équipes sur le terrain, voire commanditer des assassinats, comme on a pu le voir, ça va peut-être désorganiser certains réseaux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas régler le problème du narcotrafic en France. Ça, c'est clair et net. Frédéric Saliba. Je partage totalement. Et d'ailleurs, moi, l'image, souvent, c'est l'image de l'hydre, en fait. Vous coupez des têtes, mais il en apparaît directement d'autres. Pourquoi? Parce que c'est un secteur hyper rentable, hyper lucratif. Et donc, est-ce que construire des prisons, neutraliser des gens... Alors évidemment, c'est une action. Et moi, je me félicite toujours des actions qui sont prises et de la prise de conscience vis-à-vis d'un phénomène qui est quand même en train d'exploser. Mais est-ce que c'est la bonne solution? En tout cas, l'unique solution, sûrement pas. C'est-à-dire que si ça faisait partie d'une stratégie globale où, par exemple, on s'attaquerait directement au blanchiment d'argent et à l'argent de la drogue, par exemple, alors là, j'aurais une confiance un peu plus élevée dans le programme du gouvernement. On est en ligne avec Yvan Gombert. Bonsoir, vous êtes secrétaire national du syndicat SNP FO. Est-ce que vous partagez aussi ce constat, ou en tout cas l'idée de dire que cette prison sous haute sécurité peut effectivement isoler davantage des criminels, des gens jugés pour trafic de drogue, mais que ce n'est pas forcément à la hauteur, au fond, des enjeux qui sont devant nous? Bonsoir. Alors oui, c'est vrai que l'intérêt, il est essentiellement pénitentiaire, c'est-à-dire de garantir la sécurité des établissements pénitentiaires et de gérer ce type de profil en détention. C'est pas forcément la vocation première de ces établissements, et n'est certainement pas de résoudre les problèmes du narcotrafic en France, mais au moins de régler le problème de ceux qui sont incarcérés, identifiés, et de les gérer comme on devrait le faire. Il faut savoir que ces établissements, ils ont été construits pour accueillir ce type de profil. C'est au fur et à mesure que finalement, on a accueilli des profils qui correspondaient plus du tout à ce type d'établissement, et avec un régime de détention qui était beaucoup plus allégé par rapport à ce qui aurait dû être à l'origine. Donc finalement, c'est un retour aux sources pour Vendin-le-Vieil, et puis le futur, le second établissement qui a vocation à accueillir ce type de profil, Condé-sur-Sarthe, qui est finalement le frère jumeau de Vendin-le-Vieil. Ça fera combien de places en détention dans ces prisons de haute sécurité? Ça fera au total environ 200 détenus concernés par ce type de régime. C'est suffisant selon vous?
Alors, c'est suffisant peut-être pour le haut du spectre, puisqu'on a identifié, on va dire, entre 200 et 400 personnes qui sont concernées par ce type de régime. Après, on a d'autres régimes en détention, on va dire, normales, que ce soit les procédures d'isolement ou que ce soit des régimes portes fermées. Donc, il est possible de gérer ce type de profil sur le reliquat, sur d'autres structures. Il y a aussi le centre pénitentiaire de Sud francilien qui dispose aussi d'un quartier maison centrale qui serait susceptible de pouvoir accueillir ce type de profil. Mais on n'a pas non plus 1 millier ou 2 milliers de détenus concernés par ce type de régime. On est encore une fois sur quelques centaines. Donc voilà. Frédéric Saliba, ces transferts, ces annonces par le garde des Sceaux interviennent dans un contexte, une forme de prise de conscience, un peu un choc aussi avec les chiffres qui ont été publiés par l'Office anti-stup, l'OFAST, cette semaine, avec notamment un constat terrible. Il n'y a plus de zone blanche, nous dit-on, en France. Il n'y a plus aucun morceau du territoire français qui est épargné par un trafic endémique. Oui, alors c'est complètement vrai. Alors prise de conscience, pas tout à fait, parce que ça fait quand même 2-3 ans quand même qu'on voit un phénomène d'explosion, et là on en voit quelque part l'aboutissement. Donc c'est pour ça qu'on remet un petit peu en cause les actions du gouvernement, parce que encore une fois, les actions du gouvernement ne datent pas d'hier. Il a déjà agi et il y a une prise de conscience qui est salutaire. Maintenant, est-ce qu'elle est très bien ciblée? Ça, on peut se poser la question justement par rapport aux chiffres dont vous faites référence, qui sont en fait des saisies qui se multiplient, une explosion, en fait un tsunami blanc de cocaïne qui envahit complètement l'Europe et la France, mais aussi le développement des drogues de synthèse, avec des saisies records de drogues de synthèse qui sont de plus en plus, en tout cas complexes et de plus en plus nuisibles en fait pour la santé des consommateurs. Et donc, en effet, on peut se poser certaines questions par rapport à une explosion de la production, de la consommation, mais aussi des techniques des narcotrafiquants qui sont capables aujourd'hui en fait de faire passer la drogue de manière, avec énormément de manières de transporter cette drogue. La cocaïne peut être par exemple transformé en liquide, imbibé des vêtements par exemple, ou alors mélangé à du sucre, puis séparé de nouveau. Aujourd'hui, la chimie permet énormément de choses et on a toujours un peu l'impression quand même que le gouvernement, en tout cas les stratégies du gouvernement, sont toujours un peu derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'anticipation par rapport à un phénomène qui est en train, encore une fois, d'exploser. On parle de saisies qui sont en train de se multiplier, c'est-à-dire chaque année, vous multipliez les saisies quasiment par 2. Ça veut dire quand même qu'il y a un phénomène, un point de bascule, une explosion. Ça, c'est du côté de la consommation. Et puis, vous avez parallèlement une gestion des trafics qui se passe par l'ultraviolence. Et on commence à voir, justement, depuis 3 ans, des phénomènes qu'on ne voyait pas auparavant, avec une main-d'œuvre. Alors, justement, les chiffres dont vous parlez, c'est à peu près 200 000 personnes qui vivent du narcotrafic en France. Et une main-d'œuvre de plus en plus jeune, où vous aviez avant des gens qui surveillaient des points de deal qui avaient 17, 15, 14. Aujourd'hui, ils ont 12 ans, ils ont 9 ans. On parle de très jeunes enfants. On voit bien qu'il y a une crise sociale qui est en train de se présenter autour du narcotrafic. Et encore une fois, la politique répressive et presque uniquement répressive du gouvernement ne suffit pas. Et même si on peut se féliciter de cette loi qui a été longuement débattue au Sénat et qui a été longuement débattue aussi au sein de la société pour aboutir sur des résolutions qui sont importantes et qu'il ne faut pas occulter. Mais est-ce que cela suffit-il vis-à-vis d'un phénomène qu'on voit en explosion? J'aimerais quand même que, enfin en tout cas, il serait souhaitable peut-être qu'on discute un petit peu de ces limites et de cette explosion de chiffres qui ne correspond pas qu'à la France, à l'Europe, d'accord, à nos voisins aussi, et regarder un petit peu les solutions et travailler peut-être ensemble face à des multinationales qui donc déjouent les frontières, et nous on est là à élaborer des lois nationales. Alors bon, voilà, il y a peut-être des déséquilibres. Jean-Marie Godard. Oui, il y a 2 points justement là-dessus. C'est effectivement le rajeunissement des guetteurs et des petites mains du trafic qui est vraiment très très alarmant. Et puis là où l'État a beaucoup de mal à suivre et où on a l'impression effectivement d'avoir toujours un train de retard, c'est que nous effectivement on a un certain nombre de procédures qui sont normales, qui d'ailleurs il y a pas mal de policiers qui disent qu'elles sont de plus en plus lourdes, en face d'un marché et de groupements, d'entreprises clandestines qui, elles, n'ont aucune règle à respecter et utilisent tous les moyens, y compris le web. Et il y a eu d'ailleurs maintenant une démultiplication des méthodes de commercialisation, de livraison par Internet, même de publicité
en direction des consommateurs et qui dépasse complètement le législateur. La deuxième chose, c'est que effectivement, enfermer des gens, les plus gros. D'ailleurs, en France, on sait pas. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment les plus gros qui se retrouvent derrière les. Là, sur les centres de la prison de Vieille, vous dites que pas forcément les plus dangereux. Le critère, c'est présenté comme ça, en tout cas. Le critère, c'est ceux qui ont été identifiés comme passant beaucoup de coups de fil vers l'extérieur ou effectivement continuant à faire leur business. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un énorme parrain mafieux, mais c'est vrai que ça ne suffira pas d'ouvrir des prisons. On n'arrivera à rien si... et ça ne sera pas la police de sécurité publique du quotidien qui va régler non plus le problème du narcotrafic. Si on ne donne pas les moyens à tous les services enquêtes de police judiciaire, à tous les services spécialisés pour justement faire des enquêtes de fond, pour remonter sur des têtes de réseau, on n'arrivera jamais à rien. Le problème va rester entier et va continuer. Alors justement, on est en ligne avec Roger Vico, co-rapporteur de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Merci d'être en direct avec nous. Vous venez d'entendre ce qui a été dit en plateau. Est-ce qu'aujourd'hui, on donne en France les moyens aux enquêtes et les moyens aux services publics pour traquer ce trafic de drogue qui prend des proportions inédites dans le pays ? Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais dire que je partage vraiment totalement tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs, tant sur l'utilité, l'efficacité des nouvelles prisons de Gérald Darmanin, que sur la catastrophe totale qui est le narcotrafic et qui est en train de nous submerger. Où nous avons fait des auditions pour la loi au mois de mai, un mot est revenu très souvent dans la bouche de tous ceux que nous avons auditionnés, notamment les enquêteurs, c'est le mot submersion. Et cette submersion, elle est loin d'être terminée. Je pense que nous en sommes au seuil. Effectivement, les narcotrafiquants sont aujourd'hui en capacité d'avoir une extrême agilité dans la manière dont ils mettent en œuvre la pieuvre de ces multinationales. Et puis, derrière, il y a cette loi narcotrafic. Alors, il y a plusieurs choses. Je pense d'abord que cette loi, je n'ai pas voté tous les articles de cette loi, je ne vous le cache pas, mais au moins on a donné, ou en tout cas on a structuré un certain nombre de choses. La création du parquet national anticriminalité organisée va permettre d'avoir une vision périphérique à 360 degrés de toutes les enquêtes, de tous ceux qui sont susceptibles de faire partie de réseaux organisés dans le haut du spectre et de pouvoir relier en quelque sorte la totalité des enquêtes en cours pour retisser les fils de ces véritables multinationales. Le mot a été employé tout à l'heure, il est tout à fait juste. Ceci dit, il y a un autre point sur lequel il va nous falloir travailler. Par exemple, ces 3 dernières années, les points de deal ont diminué de 40%. Pourquoi ? Ça a été dit tout à l'heure, je crois, en raison de ce qu'on appelle l'Ubersheet, d'un mot un peu vulgaire, c'est-à-dire la possibilité de se faire livrer aujourd'hui à partir des plateformes de réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, WhatsApp, Telegram et quelques autres, on les connaît tous. Donc, on est en train d'invisibiliser, ils sont en train d'invisibiliser avec des moyens extrêmement ingénieux, ça a été dit également, le trafic de... On a un petit souci de liaison avec Roger Vico, on va le retrouver dans un instant. Sur ce qui vient d'être dit, vous considérez que les propositions des législateurs là, sont à la hauteur de... Non, c'est intéressant. Évidemment, c'est intéressant, c'est nécessaire. Après, il faut voir les budgets qui sont alloués réellement. Mais c'est vrai que face, en fait, à un problème qui est quand même global, on voyait par rapport ce que disait, il avait complètement raison en parlant d'Ubersheet et du développement d'Ubersheet, mais en même temps, rien de nouveau sous le soleil. Comment vous dire, on achète sur Amazon, pourquoi on n'achèterait pas à distance de la drogue? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on a toujours l'impression que les décideurs réalisent un problème, puis décident, et en fait, face à une sorte de nébuleuse mafieuse qui est un sacré jeu de jambes, et il va falloir être beaucoup plus réactif et beaucoup plus fort, en tout cas, dans les mesures, si on veut s'y attaquer. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, on est dans une situation de non-contrôle. C'est-à-dire que le gouvernement ne contrôle plus des drogues de synthèse qui s'appellent des opioïdes, le fameux fentanyl, qui crée quand même presque 100 000 décès, 70 000 overdoses par an quand même. C'est un vrai problème de santé publique.
On n'y est pas encore en Europe, mais attention, si on est trop timide vis-à-vis des mesures qu'on emploie, et je ne parle pas du répressif, parce que sur le répressif, le gouvernement a l'air de très bien réagir, en effet, et le policier, mais le problème n'est pas que judiciaire, pénitentiaire, si je peux me permettre. C'est un problème social, c'est un problème éducatif, c'est un problème de perspective. Et ça, pour l'instant, le gouvernement ne présente pas, encore une fois, une stratégie globale qui est pourtant assez simple à mettre en place. Simplement, il y a une forme d'hypocrisie, et une des hypocrisies, on peut le dire, c'est sur le blanchiment d'argent. C'est-à-dire que les circuits de la drogue, du blanchiment de la drogue, sont les mêmes circuits que d'autres, comme par exemple le fait de ne pas vouloir déclarer ses impôts, la fuite fiscale, ou alors même la corruption des politiques, passe par des circuits et des cabinets, conseils en placement d'argent à Dubaï, dans les paradis fiscaux, qui sont en fait les mêmes. Les cartels de la drogue utilisent les mêmes réseaux qui servent à blanchir de l'argent qui n'est pas forcément l'argent du crime organisé. Tant que le gouvernement ne lèvera pas le tabou sur ce type de questions, je pense, à mon avis, qu'on verra toujours des statistiques grandir jusqu'à arriver à un point de non-retour et de non-contrôle qui serait quand même très dommage par rapport à un problème qui est encore... il est encore possible de régler le problème en France. Est-ce que vous avez vu passer cette proposition de la ministre Catherine Vautrin d'établir une CSG à 45% sur les revenus illicites de la drogue? Est-ce que ça vous inspire? De toute façon, le trafic de drogue, maintenant, on l'inclut dans le calcul du produit intérieur brut. Donc, pourquoi pas des impôts dessus? Ce qui, d'ailleurs, à quelque part, est déjà fait quand vous avez des enquêtes vraiment sur des réseaux où vous avez des équipes pluridisciplinaires qui descendent au bout d'un moment, qui épluchent tout. Vous n'avez pas que des policiers, vous n'avez pas que la BRI, vous avez aussi des gens de l'URSSAF, des services fiscaux qui vont commencer à éplucher les comptes, voir tout ce qu'on saisit comme argent. Et puis, vous avez déjà un service à Bercy qui s'appelle l'Agrasc, qui s'occupe de gérer les avoirs criminels. Donc on est dans le prolongement de ça, mais effectivement c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est la question de suivre l'argent. Donc effectivement suivez l'argent, et pourquoi pas utiliser cet argent pour effectivement payer de la CSG, pourquoi pas financer tous les minima sociaux, France Travail, voilà quoi. C'est effectivement des taxes. La prostitution en elle-même n'est pas interdite en France. L'interdiction, elle est sur le proxénétisme, elle est sur le fait de solliciter une prostituée, mais une prostituée peut très bien avoir un redressement fiscal, par exemple. Alors, on a rétabli la liaison avec Roger Vico. C'est peut-être une solution, selon vous, faire payer des impôts aux trafiquants, mettre une CSG à 45%, ça peut permettre de financer les moyens de l'État pour lutter contre le trafic? Je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité de notre pays, mais en tout cas, je sais que taper au portefeuille, bien entendu, est la solution, parce que c'est ce qu'ils recherchent le plus, évidemment. Ceci dit, taper au portefeuille devient de plus en plus difficile, de plus en plus complexe, parce qu'aujourd'hui, les échanges d'argent en matière de trafic de stupéfiants se font aussi de plus en plus, et même surtout à travers les crypto-monnaies, sur des marchés là aussi invisibilisés. Les petites boutiques qui recyclent un peu d'argent, c'est vraiment l'artisanat aujourd'hui. Le recyclage de l'argent, c'est à travers les crypto-monnaies. Et bien entendu, il y a là un enjeu énorme aussi en matière d'enquête et de technique pour pouvoir s'attaquer à ce portefeuille-là qui est invisibilisé lui aussi. Frédéric Saliba, est-ce qu'on est face à on parle souvent de cartélisation, de mexicanisation du marché de la drogue en France. On en est là ou pas? Non, alors, cartélisation peut-être, hein, en tout cas par rapport à des organisations mafieuses qui existent donc en France et qui étaient des gangs et qui sont en train de se structurer en véritable cartel, sans doute. Mexicanisation, non, pour la simple raison que, en effet, les cartels mexicains sont présents
en Europe et en France, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais sont présents aussi beaucoup d'autres cartels, si je peux me permettre, colombiens, mais aussi italiens, voire bosniaques ou autres. Donc, on n'est pas dans une mexicanisation. En revanche, et puis aussi, il y a une proportion. Hein. Mexicanisation, ça sous-entend en fait une ultra-violence qui ensanglante le Mexique, qui n'existe pas encore en France. Une fois, en France, on est autour de 400 à peu près homicides et tentatives d'homicide par an. Ce n'est pas énorme. Au Mexique, on est autour de 30 000. Au Mexique, le taux répressif a mis le feu aux poudres. Attention à ce que, justement, cette mexicanisation n'arrive pas. C'est-à-dire le fait de perdre le contrôle vis-à-vis d'organisations mafieuses qui se mettent à défier l'État, par exemple, ou au contraire, quelque part, créer le monstre auquel on veut s'attaquer. Et ces techniques de pompiers pyromanes, attention, parce que dans les déclarations tonitruantes de M. Darmanin ou M. Retailleau, on peut avoir un peu de ça. Un dernier mot, rapidement. Justement, par rapport à ça, nous, on a la chance d'avoir un État fort, quand même encore. On n'a pas une corruption généralisée. Et je pense que la mexicanisation, elle commence, là, c'est le point de bascule, quand vous avez des organisations qui sont assez structurées pour pouvoir contester l'usage de la force légitime à un État. Et là, il y a un point de bascule. Et si je peux me permettre, on l'a un petit peu vu avec les prisons. Les attaques de prison, par exemple, étaient une forte provocation à l'État. Merci à vous d'avoir été en direct ce soir dans BFM Story. On va mettre X. Et on va mettre narcotrafiquant. Q-U-N. Le chef narcotrafiquant a été arrêté par les forces spéciales 17 mois après son évasion, qui avait lancé un cycle de violence en Équateur. Il était à la tête du groupe narco des Choneros, l'un des plus importants et dangereux du pays, qui travaille avec eux. Mais ça, ça n'a rien à voir avec notre sujet. Fraude fiscale. En France, hein, j'ai oublié. Mettre en France. En France. Conclusion. Entre le régime de Macron et le lobby bancaire, impôts illégitimes, caste au-dessus des lois. 13 agents du fisc se sont suicidés. Pas facile de d'estorquer l'impôt aux Français et avoir conscience tranquille. On va écouter. Incroyable, un type est arrêté durant un Godfast. Il transporte une importante quantité de drogue. 80 000 euros. 80 000... Je sais pas combien. 80 000 euros de cash. Il fonce sur les FDO. Il blesse un policier. Mais voilà, ce trafiquant a 2 enfants mineurs. Il a un casier judiciaire non vierge, mais les condamnations sont... Je suis perdu. Résultat, il est remis en liberté dans l'attente de son procès, car son profil n'est pas compatible selon ce vice-président du tribunal judiciaire de Nice, avec une détention provisoire. C'est plus la norme qu'un cas isolé. Des policiers que je fréquente au dojo disent la même chose en privé. Un officier me disait qu'il avait chopé 8 types impliqués dans des violences. Ils ont été relâchés, c'est systématique.
On va l'écouter. Elle a 2 enfants mineurs à charge. Et en plus, son casier judiciaire, certes, n'était pas vierge, portait des condamnations très anciennes. Quand on a 2 condamnations pour des faits qui n'ont rien à voir avec le trafic de stupéfiants, est-ce qu'on doit aller en détention parce que la détention provisoire est demandée? Elle a 2 enfants mineurs à charge. Et en plus... En France, il paraît qu'il y aurait un peu de corruption dans les tribunaux. Mais bon, ça doit sûrement être juste une coïncidence, si certaines décisions paraissent surprenantes. Comment c'est même... Non, même pas. Voilà. Je crois que c'était la même vidéo, on va dire. D'accord. On va écouter. Soupçonné d'être derrière 2 homicides qui ont récemment impliqué des adolescents à Marseille. Les enquêteurs n'ont pas de mots assez forts pour qualifier la dangerosité de ce groupe, dont les méthodes sont comparables à celles des cartels sud-américains. Assiste-t-on à l'émergence d'une mafia surpuissante? C'est l'enquête du 20h, signée Georges Brenier, Moustapha Keradji et Emmanuel Bliard. C'est un avertissement lancé en pleine nuit. La DZ Mafia se filme pour que tout le monde ait le message. Elle tuera autant que nécessaire pour atteindre son objectif, devenir le plus grand groupe criminel de France et une véritable mafia. Je récidive, je suis comme ça, j'arrive pas. Dans les cités marseillaises, les trafiquants de la DZ Mafia tissent leur toile à coups de rafales de Kalachnikov. Je vais enchaîner les contrats, frérot, je vais redescendre. Ces tueurs à gages, parfois âgés de seulement 14 ans, ont fait des dizaines de morts au cours des 2 dernières années. D'après ce journaliste, qui enquête depuis longtemps sur le banditisme marseillais, la DZ ressemble désormais au cartel de la drogue mexicain, surpuissant et ultra-violent. On n'est pas dans le fantasme, on est dans la réalité. La DZ aujourd'hui est un cartel. Une anecdote, le responsable opérationnel qui se trouve en prison aujourd'hui, son surnom, c'est Jalisco, qui est le nom d'un cartel mexicain. On est dans une mexicanisation du crime, du trafic de drogue. Mégalomanes, les chefs de la DZ ont une soif illimitée de puissance. Depuis les quartiers nord de Marseille, ils étendent sans cesse leur réseau, avec désormais des points de deal dans des villes situées à des centaines de kilomètres de là, comme à Dijon ou même à Bruxelles. Dans la cité phocéenne, cet avocat défend plusieurs dealers de la DZ. Lui-même avoue être interloqué par leur force de frappe. C'est comme une hydre, une pieuvre. C'est pas rien d'être recruté sur un réseau social qui vous promet en échange d'un meurtre 20 000 €. Pour l'heure, la DZ Mafia n'emporte que le nom. Concrètement, elle n'a pas encore les réseaux et les protections qu'ont su nouer au fil des ans les mafieux italiens. Grâce à la corruption, la mafia a des soutiens politiques et économiques, parfois à très haut niveau. Des élus, des patrons d'entreprises, des juges qui fermeront les yeux sur leurs activités criminelles. La DZ en rêve sûrement, mais elle n'en est pas encore là. Cachés en Algérie, au Maroc ou à Dubaï, les patrons de la DZ n'ont aucune intention de s'arrêter au trafic de drogue. Peu importe les millions d'euros gagnés chaque année. Les autorités observent depuis quelques mois maintenant ces malfaiteurs s'aventurer vers d'autres types de délinquance. On voit aussi qu'on peut s'interroger sur certains rackets, sur certaines extorsions de fonds. On voit bien qu'en fait, cette multinationale du banditisme s'étend pas seulement en matière de trafic de stupéfiants. Telle la mafia, la DZ semble soucieuse de son image dans les quartiers où elle embauche ses petits soldats et où elle prétend aider les plus démunis. Dans une vidéo surréaliste postée cette semaine sur les réseaux sociaux, des hommes cagoulés se présentent comme membres du clan, ce que la police cherche d'ailleurs à vérifier. Ils jurent que la DZ n'est pour rien dans les 2 derniers meurtres commis à Marseille, notamment celui d'un chauffeur de VTC, père de 3 enfants, abattu d'une balle en pleine tête par un ado de 14 ans. Comme dans la mafia.
Et ça, c'était le 13 octobre 2024, il y a presque un an. Là, on est en août 2025, le 9 août 2025, ça fait presque un an. Le 4. On va mettre la vidéo carrément. Et ça a été publié le 30 juillet. Marc Toiti, vous êtes avec nous, cher Marc Toiti. Que se passe-t-il, Marc? Oui. Je vous ai pas entendu. Oui, non, sur ce sujet-là, vous avez vu l'essentiel, vraiment, c'est l'économie. C'est-à-dire que ça, c'est dramatique. Personne ne s'attaque justement, je dirais, à l'économie de la drogue. C'est plusieurs milliards d'euros. Et là, évidemment, quand un petit chef d'entreprise il fait un petit erreur sur sa déclaration d'URSSAF, on lui saute dessus. Et tous les trafiquants de drogue, on leur fait rien. On les laisse prospérer. Donc ça, c'est vraiment la clé, je pense. Il faut arrêter. Il faut faire de la tolérance zéro, notamment du point de vue économique vis-à-vis de tous ces trafiquants. Et peut-être qu'un jour, on réussira à sauver la France. D'accord. La France est surmenée par le narcotrafic. Tapé au portefeuille du consommateur, 10 000 euros d'amende au lieu de 200 euros. Réponse pénale implacable pour les dealers et gel judiciaire de leur avoir. Création d'un parquet national anti-stupéfiant. Et ça, c'était le 2 novembre, il y a un an, le 2 novembre 2024. On est en 2025. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît et si les tweets vous plaisent. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à plus tard. À plus tard.